intervention. La parole est maintenant à Patrice Martin-Lalande pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Je sais que le temps est compté. Et si je ne suis pas interrompu dans mon discours, j'y arriverai. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, après l'examen de la présente proposition de loi sur la chasse, issue des travaux des groupes chasse de nos deux assemblées, et après 5 lois votées depuis 2000, nous achevons ainsi donc un cycle d'adaptation de la législation aux évolutions de nos territoires ruraux. Permettez-moi de féliciter notre collègue Jérôme Bignon et les sénateurs Ladislas Poniatowski et Jean-Jacques Mirassou pour leur travail de rapporteur et tous ceux qui sont associés à ce travail tout au long de ces 2 années de préparation. Il nous faut voter ce texte conforme pour permettre son adoption définitive avant la fin de la législature. Cela a déjà été dit. En effet, la présente proposition de loi a été adoptée en première lecture par notre Assemblée le 17 mai 2011, puis par le Sénat, après quelques modifications, le 2 février dernier. Les principales modifications introduites par le Sénat portent sur la possibilité pour les fédérations interdépartementales de chasseurs de fusionner, la possibilité pour tout nouveau chasseur de pouvoir chasser la première année sur l'ensemble du territoire national, l'inscription dans la loi de certaines modalités du protocole d'accord signé le 18 janvier dernier entre les représentants nationaux des instances agricoles, APCA notamment, et FNSEA, et la Fédération nationale des chasseurs pour la gestion du sanglier et l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Et enfin, les modifications introduites par le Sénat portent aussi sur l'habilitation des agents de développement salariés des fédérations départementales de chasseurs à relever et à constater certaines infractions à la réglementation de la chasse, notamment au schéma départemental de gestion cynégétique. La présente proposition de loi, ainsi complétée par les sénateurs, n'a pas l'ambition, cela a été dit, de révolutionner l'exercice de la chasse, mais au contraire, c'est un texte court, précis, qui répond de façon pragmatique aux transformations que connaît en permanence le monde de la chasse et auxquelles transformations il faut nous adapter. Il vise un double objectif, ce texte, d'abord de reconnaître le rôle croissant joué objectivement par les chasseurs comme acteurs et défenseurs de la biodiversité, et ensuite de ça, de lutter contre la diminution inquiétante du nombre de chasseurs en rendant la chasse plus attrayante et plus accessible grâce à un certain nombre de simplifications. Ainsi, la présente proposition de loi, je le rappelle, reconnaît dans son article 1er, qui me semble tout à fait important, que les chasseurs contribuent, je cite, au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes et de la biodiversité. Cette proposition de loi simplifie diverses dispositions concernant l'accès aux ACA, le transport de gibier mort, la gestion des chasses commerciales, le déplacement des postes fixes, etc. Il incite aussi ce texte à la découverte de cette activité par les nouveaux chasseurs, je l'ai déjà évoqué, avec notamment la validation nationale à prix réduit pour la première année de pratique. Ce texte accroît le rôle des agents des fédérations départementales des chasseurs et adapte le dispositif d'indemnisation des dégâts de gibier suivant l'accord dont j'ai déjà parlé il y a quelques instants. Autant de raisons pour lesquelles notre commission de développement durable a adopté conforme en deuxième lecture le texte du Sénat et autant de raisons qui doivent nous convaincre sur tous les bancs, je l'ai déjà constaté avec plaisir, de confirmer ce vote conforme pour une adoption définitive de ce texte avant la fin de l'actuelle mandature. Je voudrais profiter de cette intervention pour rappeler que le bilan de la législature est très positif en matière de chasse. En 2011, les chasseurs français sont près de 1 250 000, malgré une baisse importante, 40% en 30 ans. La France reste ainsi le premier pays d'Europe en nombre de chasseurs. Certes, l'importance de la chasse en France n'est pas réductible, si je puis dire, à ces statistiques. 1 250 000 chasseurs, 23 000 emplois induits, ça n'est pas rien. Le poids économique aussi, 2,2 milliards d'euros. La chasse est aussi et surtout, et je crois que ceux qui sont ici en sont particulièrement convaincus, un sport et une activité de nature passionnée et multiple. Il existe de nombreuses pratiques de chasse qui ont chacune leur histoire, leur ancrage local, leurs particularités techniques à prendre en compte dans le cadre juridique. Parce qu'elle occupe une place considérable dans la vie de nos territoires ruraux, la préservation de la tradition française de la chasse a été au cours de cette législature une priorité
pour les parlementaires de tous bords, pour le gouvernement, comme en témoignent les nombreuses adaptations législatives et réglementaires qui ont été effectuées. Je rappellerai en matière législative la loi de décembre 2008. Une autre proposition de loi est actuellement en train de finir son examen. Elle répond sur les armes. Elle répond aux attentes des utilisateurs légaux d'armes à feu que sont notamment les chasseurs. En matière réglementaire, le décret, par exemple, du 31 mai 2011 a autorisé la chasse en battue du sanglier à partir du 1er juin au lieu du 15 août. Il s'agit d'une possibilité supplémentaire donnée aux chasseurs pour lutter contre les proliférations localisées de sangliers qui provoquent des dégâts agricoles insupportables. Enfin, le gouvernement a pris l'engagement d'aller au terme de la réforme qu'il a engagée en matière de nuisibles, en maintenant notamment la faculté de classer la belette dans cette catégorie. Mais je crois qu'au-delà du bilan de cette législature, qui est très positif pour la chasse, la prochaine législature devra quand même, elle aussi, apporter sa propre contribution pour résoudre certaines questions. La concertation législative que j'avais organisée en mai dernier dans ma circonscription, en Sologne, et la consultation en ligne à laquelle je viens de procéder ces derniers jours pour préparer cette intervention m'ont confirmé l'utilité de cette proposition de loi, sans toutefois oublier quelques questions qui devront être résolues dans le prochain mandat. Je ne donnerai que quelques exemples. Tout d'abord, il faudra évaluer les résultats des nouvelles règles. Et je crois, par exemple, Monsieur le ministre et Monsieur le rapporteur, qu'il sera utile de rajouter à l'article 8 le maire comme proposant. Pour l'instant, ce sont les fédérations de chasseurs et les chambres d'agriculture. Le maire, en zone rurale, est chargé de la sécurité et de la police. Il peut être parmi les proposants. Je pense que nous pourrons évoluer sur ce point-là. Dans l'article 6, dont il a été question tout à l'heure, je crois aussi que nous devrons vraiment faire attention à ce que cet article, dans sa mise en œuvre, ne remette pas en cause des dizaines d'années d'efforts de gestion du petit gibier naturel. Et je me réjouis d'avoir entendu tout à l'heure notre rapporteur, Jérôme Bignon, et puis le ministre nous dire que le gouvernement s'engage à veiller au plan réglementaire dans les décrets ou les textes d'application qui seront pris à ce que cette préoccupation soit pleinement satisfaite. Autre exemple de travail pour la prochaine législature, quelle formation nouvelle exiger pour les gardes particuliers au moment où leurs responsabilités sont substantiellement élargies? On ne peut pas donner des pouvoirs supplémentaires sans donner à ceux qui les reçoivent ces pouvoirs, les moyens de se former, de compléter leur formation. Il faudra y veiller dans la prochaine législature aussi. Pour assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, quelle complémentarité des actions de chasse et des actions de piégeage? Enfin, autre exemple de préoccupation qui nous attend dans la prochaine législature, les clôtures en milieu naturel, agricole et forestier. Il ne s'agit pas de remettre en cause, me semble-t-il, le droit du propriétaire à s'enclore, ni de nier la nécessité de clore pour des raisons de sécurité, routières ou autres d'ailleurs, des raisons de protection de l'agriculture et des plantations forestières. Mais la loi en vigueur permet naturellement aux collectivités dotées d'un document d'urbanisme de fixer des règles sur les clôtures. Mais je viens de le vérifier dans le pays de Grande Sologne que je préside en Loire-et-Cher, avec une étude qui a été menée sur plusieurs mois. Cette loi est insuffisante car beaucoup de collectivités rurales ne disposent pas d'un document d'urbanisme. Et s'il faut passer par un SCOT rural, cet outil est beaucoup trop lourd à mettre en place pour régler un problème du style clôture. Je souhaite que cette question des clôtures fasse, dans la prochaine législature, l'objet d'une décision à la hauteur des enjeux que sont les paysages ruraux, l'ouverture des milieux naturels à la circulation des grands animaux sauvages et la promotion d'une chasse naturelle que j'appelle de mes voeux, comme la plupart d'entre nous, j'en suis sûr. En conclusion, ce texte ne prétend pas apporter une réponse à toutes les interrogations, mais simplement améliorer sur plusieurs points importants le cadre juridique de la chasse pour permettre aux chasseurs de mieux vivre leur passion et mieux assurer aussi leur mission d'intérêt général, à ne pas oublier. Nous sommes conscients que la prochaine législature, il nous faudra l'utiliser pour évaluer et adapter le cadre juridique de la chasse, mais le mieux étant l'ennemi du bien, nous voulons rendre applicable ce texte sans attendre 2013. Pour permettre une pratique de la chasse responsable,
apaisée, accessible à tous, le groupe UMP votera donc la proposition de loi présentée par notre président du groupe chasse de l'Assemblée nationale, Jérôme Bignon, et enrichie par le travail de tous. Merci. Collègues, pour avoir respecté votre temps de parole.